Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Pump, l'émission pour les anti-athlètes qui veulent comprendre la prise de muscle et de force pour leur pratique sportive. Vous écoutez Trésor, coach en ligne pour l'hypertrophie sans douleur. Ouais, c'est ça, salut les gars, sûr que ça va. Et moi-même, Maxime, coach en haltérophilie et nutritionniste pour sportifs. On partage ici le fruit d'une vingtaine de formations pour l'entraînement en résistance, dont plusieurs diplômes sur les sciences du sport et de la nutrition. Et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler de stagnation. Alors, vous êtes probablement déjà passé par là, peut-être même que vous en souffrez actuellement. C'est un peu l'histoire de tous les sportifs qui s'entraînent dur et qui même se retrouvent à redoubler d'efforts, mais qui ne voient plus de progrès, qui n'avancent plus dans leur pratique. En fait, on parle de plateau, on dit qu'on stagne. Donc parfois on envisage de faire plus, on se demande même comment faire mieux. On essaie même de voir ce qu'on peut faire de moins, voire peut-être arrêter totalement la pratique pendant un temps. L'idée de ce podcast, c'est de savoir comment surmonter cette période où les progrès paraissent impossibles, comment en fait on peut vaincre la stagnation, et peut-être que à la fin de l'épisode, vous aurez la clé de la progression infinie. Bon, vous avez le chapitrage de la vidéo et du podcast en description. N'hésitez pas à défiler pour aller voir directement les moments qui vous intéressent. On va commencer par nommer le problème. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un plateau, juste à quoi ça correspond, et comment on peut faire peut-être la différence entre le fait de stagner réellement pendant plusieurs semaines et le fait peut-être de juste avoir une suite de mauvaises séances sur du plus court terme? Généralement, pour essayer de nommer un petit peu un plateau, il faut essayer de comprendre un peu les principes d'adaptation. Et moi, ce que j'aime bien, c'est dans le livre de Chris Bursley, par exemple, il y a plein d'auteurs qui le mettent en avant, c'est le syndrome général d'adaptation de Hans Selye, c'est un physiologiste suédois, qui parle justement de cette capacité à s'adapter à un stress. Donc le plateau, on va dire simplement, c'est la non-adaptation à ce stress-là, c'est-à-dire que soit il n'y a pas justement la capacité à retrouver les capacités de base, soit il n'y a même pas ce principe de surcompensation, c'est donc justement pouvoir s'adapter davantage à une contrainte qui sera supérieure par la suite. Donc généralement c'est lorsque vous avez du mal à progresser sur votre répétition max ou soit sur votre prise de muscle, même si bon, c'est assez différent. Et comment faire la différence en soi, c'est assez complexe parce que quand on parle de ça, c'est plus de manière chronique, c'est-à-dire qu'il y a la baisse des performances qui se fait à l'échelle du temps. Donc soit ça peut se faire sur un bloc, sur 2 blocs, donc des mois de travail et de progression. Parce qu'il y a quand même pas mal de variations qui peuvent se refléter à l'échelle de la semaine, hein, qui vont être dépendantes de tout votre contexte, soit d'un sommeil un petit peu plus compliqué, soit d'une alimentation un peu différente. Donc il y a plein de variables qui rentrent en jeu et c'est pas forcément simple de parler immédiatement de plateau. Donc voilà, c'est à peu près ça. Alors, tu as évoqué plein de notions ultra importantes qu'on va réexpliquer par la suite. Mais globalement, voilà comment on peut définir un plateau. Et il y a plusieurs causes possibles qui sont peut-être intéressantes à creuser avant d'essayer de revoir l'entraînement. La première qui peut impliquer de travailler différemment, c'est des problèmes techniques. Donc là, tu l'as dit, tu as évoqué brièvement l'hypertrophie, mais ici, on va dire qu'il est plutôt question de prise de force sur le plateau. Même si on peut voir des points communs, ça peut être différent dans l'approche de se poser la question de la force plutôt que l'hypertrophie. Ouais. Donc, sur la force, on peut voir un premier problème, c'est celui de la technique, celui de l'exécution. À ce moment-là, il y a pas mal d'outils à mettre en place pour essayer de revoir la manière de faire ces mouvements. L'autre aspect intéressant, c'est la question des points faibles qui sont un petit peu spécifiques. Donc là, on peut voir quelque chose de proche des problèmes techniques, mais en fait, c'est plutôt un maillon faible musculaire ou un moteur, en tout cas, qui est pas à la hauteur de la contrainte. C'est regarder quelle partie du mouvement peut poser problème et du coup, quel est le moteur principal en fonction de l'amplitude qui peut être intéressant de renforcer. Ça peut être les fessiers sur du squat ou les quadriceps à l'inverse. Là, pour le coup, il faut faire appel à quelqu'un qui soit un petit peu spécialisé dans la discipline ou au moins dans la biomécanique pour comprendre le moteur à travailler. Et les deux autres causes qu'on peut évoquer, c'est évidemment la blessure. Il y a des gens qui s'efforcent de progresser par-dessus ou en évitant une blessure.
Peut-être travailler là sur la blessure, ça peut être une première clé. Ou alors, c'est la programmation. C'est la programmation. Et c'est peut-être ça qu'on va creuser le plus aujourd'hui. Alors, tu l'as évoqué, il y a un principe qu'on entend souvent et pour lequel il faudrait peut-être prendre le temps de faire un épisode à part entière, c'est la surcompensation. Ouais. Ça tient compte des grandes théories de l'entraînement. Pourquoi on s'entraîne? Qu'est-ce que ça amène? Il y a différentes clés à comprendre autour de ça. Est-ce que tu peux expliquer brièvement le principe de surcompensation qu'on explique souvent et peut-être pourquoi ce principe-là, on peut le remettre en question et ce qu'il faut essayer de voir autrement, peut-être en parlant du modèle fitness fatigue, si jamais vous êtes familier avec ça. On peut essayer de vous l'expliquer, ça peut être important pour comprendre comment faire évoluer l'entraînement. En soi, simplement, c'est l'application d'un stress sur un équilibre global qu'on appelle l'homéostasie. Au final, au niveau de votre corps, vous avez un équilibre physiologique. Vous allez appliquer un stress. Et la surcompensation, c'est du coup avoir une adaptation à ce stress supérieure. C'est-à-dire que vous allez du coup avoir des capacités plus importantes qu'au départ. Donc c'est juste le principe d'adaptation. Ça partait d'un principe que l'entraînement induirait un déséquilibre dans différentes compartiments cellulaires au niveau structurel aussi. Et donc il va y avoir, comme on l'a dit, une sorte de dérégulation, mais c'est assez grossier de dire ça, mais au niveau cellulaire, ensuite au niveau structurel, il va y avoir une régénération structurelle qui va dépendre de plein de facteurs, on en a déjà parlé, les protéines, la récupération, le sommeil, toutes ces choses-là. Et ça, en fait, ça va amener finalement à des ressources qui vont être plus importantes qu'au départ. Et c'est aussi pour ça que vous, entre guillemets, progressez sur vos performances, vos charges. C'est en respectant, entre guillemets, ce principe-là. Même s'il est quand même remis en question sur pas mal de choses, pas mal d'aspects. Et donc, l'autre modèle qui tiendrait compte de 3 variables, celui de fitness fatigue, est-ce que tu saurais l'expliquer un petit peu? Ça a été mis en avant par Chris Bursley, je pense, non? Il me semble, ouais. C'est plus récent, ouais. Ok. Alors moi, tel que je l'avais perçu, c'était par rapport aux 3 phases. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu l'avais vu. Il y avait une phase de stress. La phase deuxième, c'était... il y avait d'abord le stress, donc il y a l'inflammation et tout l'impact qu'il va y avoir sur les structures. Ensuite, l'adaptation et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'épuisement. Et le but, justement, c'est de parer et de contrer cet épuisement-là. Ça va dépendre de la quantité de stress mis au départ. Ouais, c'est en fait, c'est se dire que l'entraînement amène 2 choses dont il faut faire la somme pour savoir si à la fin il y aura progression ou pas. Ouais. Ça amène et des adaptations induites par la quantité de stress, mais aussi de la fatigue induite par la quantité de stress. Ouais. Donc c'est une manière différente de voir les choses qui permet peut-être de voir que tout n'amène pas surcompensation suivant progression, du coup on va pas utiliser le terme surcompensation, mais suivant la nature de l'entraînement, ça peut amener plus de fatigue et donc finalement moins de progrès si on fait la somme des progrès induits par l'entraînement et de la fatigue induite par ce même entraînement. Ouais. Alors, si on en revient à la question de la stagnation, l'idée c'est de regarder d'où on part. Donc vous l'avez vu, il y a plusieurs causes possibles et il y a peut-être des notions qu'il faut essayer de comprendre. Il y en a une qui est intéressante à creuser, c'est celle de capacité de travail. On peut essayer de mettre des schémas, si je pense au montage, je le ferai, mais on va quand même l'expliquer pour ceux qui nous écoutent en podcast. C'est quoi la capacité de travail, 13 ? En gros, c'est la capacité structurelle, la capacité physiologique aussi du corps actuellement. C'est-à-dire que à quel point il est capable de supporter un stress. Donc ça va être votre capacité de travail actuelle. Et en fonction de cette capacité-là, soit le stress sera trop important et dans ce cas-là, on va induire plus de fatigue que d'adaptation. Soit il va être optimal et du coup, on va permettre la surcompensation. Soit il va être sous-optimal et là, on parle d'accommodation. C'est-à-dire que le stress est trop peu important par rapport à la capacité. Du coup, il n'y a pas d'adaptation, voire même des fois, il y a un peu de régression. Mais encore une fois, c'est à nuancer. Ouais, exactement. C'est-à-dire que le stress, soit il amène régression, soit il amène stagnation, soit il amène progression. Ouais. Mais l'idée, c'est que la capacité de travail, c'est la quantité totale de travail, pas seulement qu'on peut faire, mais aussi dont on peut récupérer et dont on peut progresser, à partir de laquelle on peut progresser et s'adapter positivement. Donc ça, c'est important à comprendre parce que souvent, il y a des athlètes qui ont un très très haut volume d'entraînement,
comme d'autres, mais qui n'en progressent pas, tout simplement parce que ça va au-delà de leur capacité de travail, enfin en tout cas de leur capacité de récupération et d'adaptation. Et à l'inverse, les gens qui s'entraînent très très peu, qui arrivent à avoir des résultats, tout simplement parce que le stress est suffisant pour amener de la progression et que c'est cohérent par rapport à leur capacité de travail. Encore une fois, on essaiera de vous mettre des schémas ou des articles en description pour que vous puissiez visualiser cette notion-là. Mais quand on regarde d'où on part, on peut regarder du coup toutes les variables de l'entraînement. Ouais. Alors, je ne sais pas lesquelles toi tu t'amuses à creuser quand il est question de stagnation sur plusieurs semaines, mais il y a le volume, il y a Ouais. peut-être l'intensité à laquelle vous travaillez, l'intensité moyenne. Vous pouvez regarder aussi le tonnage, c'est une autre manière de voir le volume, c'est la quantité de poids soulevé, donc soit en fait charge fois nombre de reps fois série, fois amplitude, même si jamais vous êtes très pointilleux. Et il y a peut-être aussi la fréquence du travail. Enfin, en tout cas, ça, c'est les variables de l'entraînement de base qui peuvent être intéressantes à faire évoluer si jamais vous travaillez en force. Et, les autres facteurs à regarder, c'est les facteurs de récupération. Ouais, c'est ça. Donc on l'a dit, hein, il y a la capacité de travail, il y a le stress qu'on s'inflige, mais il y a aussi le stress dont on doit pouvoir récupérer. Et si on n'est pas capable d'augmenter le volume d'entraînement, peut-être qu'on est capable d'améliorer nos facteurs de récupération. Lesquels est-ce que tu traques, tu suis sur la récupération, toi? Moi, j'aime bien quand même toutes les valeurs relativement subjectives, hein. Bah, déjà, RPE, quand même, c'est intéressant. Le sommeil, l'alimentation et puis l'aspect psychologique, hein. Parce que, encore une fois, on parle de stress physiologique, mais dans le stress physiologique, il va y avoir le stress mécanique et psychologique. Et il faut se rendre compte qu'au niveau du corps humain, on n'arrive pas à dissocier réellement les deux. Donc s'il y a plus de stress psychologique par rapport au stress mécanique, il y aura forcément une capacité de travail qui sera impactée. Donc on doit pouvoir prendre en compte les deux choses et c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir un suivi constant par rapport à ça. Bon, il y en avait deux autres que j'aimais bien rapporter aussi. C'est la manière dont on répartit le volume. Et il ne faut pas voir seulement le volume d'entraînement, il faut aussi voir le contexte, hein, ce que vous faites au quotidien. Il y en a qui sont plus actifs que d'autres, il y en a peut-être qui ont des horaires de travail répartis sur les bouts de journée. Ça peut impliquer une fatigue plutôt aiguë et ça peut mener à de la sous-performance à l'entraînement. Donc ça peut être intéressant de le regarder si jamais on se pose la question de la stagnation. Et répartir le volume, c'est aussi, si vous vous amusez à avoir beaucoup de volume sur le bas du corps la veille d'une séance de squat, ça peut expliquer une sous-performance répétée sur ces séances squat. Donc regardez comment vous répartissez votre volume d'entraînement sur la semaine et même sur plusieurs semaines. Et après, c'est l'aspect santé, douleur, ça on en a Ouais. parlé. Par là, moi j'aime bien parler de carence, parce que effectivement, même si on ne peut pas pointer du doigt euh, des choses en particulier directement, ça va dépendre des gens. Le fait d'avoir des carences, ça peut vous exposer à une capacité de récupération plus faible. Ouais. Enfin, ça peut expliquer ça. Et les douleurs aussi. Les douleurs, ça vous limite peut-être dans votre entraînement ou ça dénature le fameux RPE dont tu parlais aussi. Peut-être qu'à l'effort, vous avez des sensations qui sont faussées à cause de douleurs ou à cause de fatigue aiguë. Ce qui est le cas en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a une réorganisation mécanique et il y a aussi une perception de l'effort qui sera différente. Donc forcément que ça va affecter vos performances. Donc tout ça, c'est les bases pour comprendre un petit peu, pour essayer de vous diagnostiquer si oui ou non vous avez un problème de stagnation et d'où est-ce qu'il peut venir. Là maintenant, on va essayer d'explorer différentes solutions, différentes pistes, les choses peut-être que nous, on met en place pour aller au-delà de cette stagnation. Donc la première, on l'a dit, hein, c'est essayer d'améliorer les facteurs de récupération. Tous ne valent pas, n'ont pas la même importance. Non. Le premier, la clé, c'est évidemment le sommeil. Ouais. Malheureusement, on n'a pas tous la même capacité à prendre soin de notre sommeil, mais c'est un facteur de base. Et alors, moi, j'aime bien parler des calories aussi. Ouais. Mais il y a les calories et peut-être au même niveau, il y a la gestion du stress. Ouais, c'est sûr. La gestion du stress, essayer de voir au-delà de l'entraînement, essayer de comprendre un petit peu le contexte dans lequel vous évoluez, le contexte professionnel, le contexte familial. En soi, les calories, c'est quand même la quantité d'énergie à disposition, donc oui. C'est extrêmement important. Oui, c'est ça. Et les calories, savoir que vous êtes en déficit calorique sans vous en rendre compte,
ça peut jouer, ça joue évidemment sur la capacité de récupération. Peut-être que ça peut être intéressant de creuser ça. Ouais, et puis on va dire les processus d'adaptation nécessitent justement de l'énergie. Ouais. Donc ça va dépendre aussi des calories. Et si on parle de macronutriments, quel macro est-ce que tu t'amuserais à favoriser pour la récupération? Les glucides, c'est intéressant. Après, indirectement, ça participe quand même à la restructure tissulaire. Donc les protéines, ça reste quand même hyper important. C'est ça. Mais bon, en soi, les lipides, on va dire au niveau hormonal, c'est hyper important aussi. Donc bon. Ouais. C'est pas bien compliqué de connaître les recommandations en fonction de son contexte et de sa pratique sportive pour avoir la bonne répartition de glucides. Donc essayez de jouer ça. Et puis on l'a évoqué, c'est la question des carences. Donc peut-être que si vous avez exploré toutes ces solutions avant ça, la dernière étape, ça peut être de faire un bilan sanguin et de voir s'il n'y a pas quelque chose de problématique, un petit peu plus difficile à identifier, qui peut-être vous ouvrirait à des problèmes hormonaux en fait. Et ça, malheureusement, on est tous exposés, bien qu'on fasse tout ce qu'il y a de mieux pour prendre soin de notre santé. Donc voilà pour les facteurs de récupération. Après, on le reverra peut-être après, mais je trouve que moi, c'est une des limites à la périodisation finalement. Parce que périodiser, ça implique le fait de prévoir une quantité de travail à long terme, sauf que c'est des choses qu'on ne peut pas forcément anticiper, ces variations-là au quotidien. Donc c'est pour ça que moi, je suis de plus en plus pour le fait d'être beaucoup plus flexible sur la programmation et d'individualiser jour après jour et de ne pas forcément avoir un bloc de travail prédéfini à l'avance, même si ça peut être intéressant pour le coach. Mais essayer quand même de développer cette adaptation assez rapide parce que c'est hyper important. Ouais, je suis d'accord avec toi, je pense comme ça aussi. Alors, il y a 3 autres pistes peut-être qu'on peut explorer ou des questions qu'on peut se poser pour savoir où aller quand on veut aller au-delà d'un plateau. La zone 2. Pourquoi tu rigoles? Le cardio. Le cardio. Est-ce qu'on peut parler brièvement du travail cardiovasculaire, cardio-respiratoire pour l'entraînement en résistance, pour la prise de force? Ouais, ça va être sur l'impact sur les fibres oxydatives, donc qui ont une capacité de travail et de récupération qui sont plus importantes. Donc c'est sûr que généralement on remarque, même si j'ai vu des petites nuances quand même dans la recherche, mais il y a des effets assez intéressants sur la quantité de travail possiblement acceptable à l'échelle de la semaine quand on ajoute du cardio. Donc ça peut être intéressant pour peut-être augmenter votre volume de travail. Mais encore faut-il que le volume de travail soit la problématique. Donc mais ça peut être toujours intéressant. Peut-être sujet de podcast prochainement. Ouais, c'est sûr. Très intéressant, la question du cardio pour la prise de force ou même l'hypertrophie. 2 autres pistes qu'on peut explorer quand on a un plateau. Faire une pause et se reposer, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, ça peut être bien. Ou des fois, moi, ce que j'aime bien mettre en avant, c'est faire vraiment autre chose. C'est-à-dire, si on a envie de continuer à s'entraîner, c'est peut-être de voir l'entraînement un peu différemment. Moi, j'aime bien intégrer un peu d'explo, un peu de plio aussi. Ça permet d'explorer de nouvelles manières de travailler. Donc, des fois, ça peut être sympa, mais après, c'est aussi intéressant de pouvoir se reposer. Et puis, en plus, déculpabilisez-vous sur ça. Je ne sais plus si on avait fait un épisode, mais en tout cas, ça met beaucoup de temps quand même avant que les performances diminuent réellement. Donc, vraiment, faut pas s'inquiéter. Ouais, le 2 entraînements, ça tombe pas en une semaine de décharge ou d'arrêt complet d'entraînement même. D'ailleurs, peut-être qu'on l'évoque après, mais je pense que c'est plus pertinent de l'évoquer maintenant. La question du deload contre la stagnation. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, c'est encore cette notion un petit peu de deload proactif ou réactif. Donc est-ce qu'on du coup, serait plutôt réactif. Réactif, ouais. Donc soit on le prévoit à l'avance et du coup on impose à l'athlète de faire un deload, soit on essaie de réagir en fonction des sensations. Moi j'aime pas mal ça en vrai, parce que ça permet de pas forcément briser un élan de travail qui aurait pu être mis en place jusqu'à maintenant. Et en même temps, ça permet de s'adapter en fonction des sensations. Donc, c'est intéressant. Après, est-ce que c'est le deload en tant que tel qui permet de relancer un élan de travail? Je ne sais pas. Justement, c'est Greg Nuckols qui en parlait dans un article
disponible sur Stronger by Science. Le piège du deload, en fait, c'est que ce serait du picking. Ouais. C'est pas vraiment de la progression. C'est-à-dire que vous allez réduire votre volume d'entraînement pour exprimer une performance supérieure à d'habitude, simplement parce que vous allez dissiper la fatigue induite par cette semaine d'entraînement. Donc c'est complètement ce qu'on essaye de faire avant une compétition. Hein. Mais l'idée, c'est pas que le deload va faire progresser, va faire aller au-delà du plateau. C'est plutôt qu'il va permettre d'exprimer une performance qu'on n'arrivait pas à exprimer à cause de la fatigue. Ouais. Donc, est-ce que c'est une mauvaise idée ? Je pense pas pour autant, parce que le facteur psychologique et l'élan que ça peut recréer, il faut en tenir compte. Et le fait de faire un deload, de se ressentir mieux et d'être capable peut-être de remettre plus lourd sur ses entraînements, on peut y voir un intérêt. Même s'il y a débat sur le fait que ça amène réellement de la progression. Et encore faudrait-il que la fatigue s'accumule dans le temps. Aussi. Bon, la dernière piste, c'est peut-être celle d'augmenter le travail, celle que vous avez déjà envisagée, ou peut-être même la première que vous avez mise en place. Du coup, on va parler des méthodes de surcharge. Comment est-ce qu'on peut augmenter le volume de travail, ou même l'intensité de travail. Est-ce que toi, tu as des manières d'aborder la question ? Moi, j'aime bien la manière encore une fois, de Chris Bursley. Hein. Il en parle beaucoup sur déjà comment faire progresser finalement ses performances. Ça va dépendre de différents principes, 4 facteurs, on va dire, qui sont hyper importants. Donc, comme tu l'as dit, ça va être la technique. Donc ça va être vraiment les feedbacks du coach. Et ce qui va être intéressant, ça va être par exemple d'avoir un focus attentionnel externe, c'est-à-dire de pouvoir permettre de visualiser le mouvement et la réalisation du mouvement de manière vraiment précise. Donc ça va être dépendant des retours. Il va y avoir aussi la coordination intermusculaire. Donc ça va être dépendant de méthodes de travail telles que la vitesse, l'intention de vitesse aussi. Donc c'est la coordination entre vos différents muscles. Il va y avoir aussi l'activation volontaire maximale. Donc ça va être la quantité d'activation et de signal qui va être envoyé par un neurone moteur sur vos fibres musculaires. Donc ça va être dépendant de l'intensité. Donc ça peut être soit du pourcentage de RM ou soit ça peut être du pourcentage relativement moyen, donc sur des charges sous-maximales. Et en dernier lieu, ça va être sur la structure muscle-tendon. Donc ça va aussi dépendre finalement soit d'une tension hyper importante, donc un pourcentage de RM assez important, ou soit d'une vitesse plus importante. Donc ça vous permet en fonction de ces différents facteurs, de pouvoir piocher sur des méthodes de travail, parce qu'il peut y avoir finalement la surcharge excentrique, il peut y avoir le pourcentage de RM, il peut y avoir le volume de travail, il peut y avoir la vitesse, et il y a plein de méthodes que vous pouvez retrouver. Hein. Je ne sais plus comment... Westside, voilà, il s'inspirait pas mal de ça. Hein. Il basait son travail sur un travail de vitesse, un travail de puissance aussi, un travail de force. Donc il y avait des séries moyennes, des séries relativement faibles avec une intention de vitesse plus importante et des séries à haute intensité. Donc ça peut être aussi des solutions. Mais voilà, il y a différentes manières. Donc là, comme tu l'as dit, hein, ça va être la fréquence aussi, hein, ça peut être intéressant. Augmenter. C'est Westside aussi qui proposait ça en fait. Ouais, une surfréquence. Ça, c'est sur l'aspect plus technique. Donc pouvoir exposer l'athlète plus fréquemment à son mouvement pour non seulement déjà avoir une coordination inter- et intramusculaire plus importante, et eux aussi avoir des feedbacks plus intéressants. Donc ça, c'est bien. Le tonnage. On l'a déjà évoqué, mais la fréquence pour l'apprentissage moteur, c'est super intéressant. D'un point de vue volume d'entraînement, si vous ajoutez une séance, que vous doublez une séance sur votre semaine, en fait, ce qu'il faut voir, c'est pas le simple fait de faire une séance de plus, c'est le fait de doubler le volume de travail sur ces exercices-là. Ouais. Et c'est peut-être ça qui permet de débloquer un palier, c'est d'augmenter le volume. Encore une fois, si c'est le volume qui pose problème, ça peut vous aider. Si jamais c'est les facteurs de récupération et la capacité de travail en fait, qui vous limitent, ça ne changera rien. Et limite, ça vous poussera à plus de fatigue plus rapidement. Mais sinon, l'autre clé qui permet peut-être un incrément intéressant pour surcharger, c'est d'augmenter le tonnage par séance. Alors, sur un 3x3, ça peut être essayer de faire 4 séries de 3 pour changer, ce qui n'est pas énorme, et c'est peut-être plus accessible que de faire 3 séries de 4.
Ouais. 3 séries de 4, ajouter une rep sur une série, c'est un petit peu moins abordable que d'ajouter une série. Et en termes de tonnage sur la séance, ça revient au même. Ouais. Donc on peut, enfin ça peut revenir au même. Dans mon exemple, ça revient au même, mais ça peut revenir au même. Donc ça peut être augmenter le nombre de reps de cette manière-là. Ou si jamais vous êtes moins strict sur le format d'entraînement, ça peut être faire, au lieu de faire 3x3, faire 2x3 et 1x4. Si vous arrivez à surcharger d'une rep chaque séance, c'est de la surcharge. Ouais. Et l'incrément est accessible, est vraiment abordable. Donc le nombre de reps, peut-être essayer d'augmenter la charge aussi. Ça peut être intéressant, même si je ne trouve pas ça très facile à mettre en place quand on est sur un plateau. Et le nombre de séries, ça c'est une variable que vous savez manipuler, Ouais. même si ça peut augmenter le temps de séance. Et ça c'est intéressant parce que la surcharge, elle peut être à l'inverse, c'est-à-dire on peut augmenter la densité de séance. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une séance avec 8 exercices et 3 séries par exercice, sur 1 heure, on peut essayer de la faire en 50 minutes. C'est Et là, réduire. sur ça, la fréquence, ça va être aussi intéressant. Ouais, De mieux répartir le volume par séance et du coup de mieux récupérer aussi entre chaque séance, de faire des séances plus courtes mais beaucoup plus denses. c'est ça. Et après, avoir de nouveau de l'amplitude sur le temps d'entraînement. C'est-à-dire que si Ouais. vous avez qu'1 heure à dédier à votre entraînement, surcharger en ajoutant du travail, ça peut être compliqué. Alors que surcharger en réduisant le temps que vous avez pour faire cette séance et après en augmentant le travail, ça peut être intéressant. Bon, après, il y a plein de considérations spécifiques à des méthodes que tu as peut-être brièvement évoquées sur peut-être mettre en place du drop set, du rest pause ou pour réduire le temps de travail par exercice, mettre en place des supersets. Ça, c'est Ouais. quelque chose que je fais beaucoup et qui me pousse à m'entraîner plutôt en full body d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun souci sur la semaine pour réduire le temps d'entraînement à faire des supersets dos mollet par exemple, plutôt que de faire la séance dos et la séance mollet séparément, ce qui augmenterait le temps de séance. Donc ça, c'est une bonne méthode pour augmenter la densité de séance. Après, il y a le cluster, il y a beaucoup de méthodes par rapport à ça. Je sais pas si toi, il y en a une qui te plaît particulièrement ou que tu mets en place chez les gens qui souffrent d'un plateau, mais il y a beaucoup de choses à explorer. Les variations aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais des fois ça peut être intéressant. Pour la partie technique et Pour pour la le partie défaut technique. spécifique, Ouais. ouais, effectivement. Là, c'est vraiment inhérent au mouvement que vous voulez faire progresser. Ouais. Mais ça peut être changer la manière d'exécuter le mouvement, ou en tout cas la consigne sur ce mouvement-là. Sur du bench, squat, le deadlift, c'est connu. Hein. Ouais. Mais en haltéro, c'est aussi tous les semi-techniques. Sur le street lifting, ça, pareil, il y a plein de variations qui peuvent être mises en avant. Et ça dépend vraiment de votre sport, en tout cas du mouvement que vous voulez faire progresser. Mais c'est vrai que c'est un bon point, c'est une bonne méthode de surcharge. Parce que, admettons que vous fassiez 10 séries de bench par semaine, peut-être ajouter une fréquence et passer à 12 ou 13 séries. Ouais. Ça peut être exigeant, alors que si vous ajoutez juste un semi-technique, où ça va être du Larsen, qui sera probablement moins lourd, donc bench avec les pieds surélevés, Ouais. ou une amplitude partielle. Là, en termes de surcharge, pareil, ce qui est intéressant, c'est que l'incrément est moins important. Ouais. Quand vous avez votre volume total, le but, c'est d'avoir l'incrément le moins ambitieux pour se tester et voir si ça peut amener des résultats, ou en tout cas faire évoluer le volume d'entraînement sans nous confronter directement à une charge d'entraînement trop importante. Donc pensez à l'incrément, pensez à la taille de cet incrément. On a pas mal de sources à vous partager, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était un super épisode. Ouais. Merci pour tout ça, Trésor. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous faire des retours. Est-ce que tu as un dernier mot pour le sujet de la stagnation? Est-ce que tu as une petite réflexion supplémentaire à apporter? Non, moi ce que j'ai remarqué quand même, c'est l'accompagnement. Ça paraît bateau, mais c'est aussi pour ça, voilà, je prêche un peu pour ma paroisse, mais Ah, que j'ai mis en voyons. place les visios, mais après je dis ça pour moi, mais ça pourrait être, je sais pas, s'entraîner avec un pote. Mais j'ai remarqué en tout cas de manière générale avec les athlètes que j'entraîne, c'est que des fois relancer une progression, ça passait aussi par le cadre de l'entraînement. Et ça pouvait être intéressant de voilà, se challenger avec des potes, soit se challenger avec son coach, donc faire des visios, soit du présentiel. Donc ne négligez surtout pas ça parce que c'est hyper important. Moi, je le vois aussi, même pour moi, c'est intéressant. Voilà.
Ouais, je pense que le RPE est différent quand t'es entraîné, quand t'es Ouais. accompagné. De ouf. Ça vous paraît plus facile dès qu'il y a du monde autour. Très bonne réflexion de fin. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à nous faire des retours. Vous voyez qu'on reprend un petit rythme, qu'il y a de la publication, qu'on essaie de structurer ça du mieux qu'on peut. Et n'hésitez pas à nous suggérer des sujets. On sera content de vous apporter un maximum de connaissances. Pas sûr qu'on sache déjà le sujet de la semaine prochaine. Non. Ça peut être sur la nutrition. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas traité ces questions-là, mais en tout cas, si vous avez des suggestions de faire, n'hésitez pas. Trésor, je te remercie pour cet épisode Ouais, merci à toi. et on vous dit à très vite. Salut les gars. Salut.